Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc, il est 18 h. Bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le jeudi 14 octobre 2021, au sommaire ce soir. Direction Chambéry pour débuter ce journal avec la semaine de l'intégration des étrangers qui se déroule actuellement. À Chambéry justement, l'association Aider propose des cours de français à des réfugiés en cours de régularisation, un premier pas vers l'insertion auquel a assisté Manon Toiti. Et puis direction Marna dans la vallée de l'Arve où l'entreprise Fanuc, leader mondial de la robotique industrielle, accueille pour 2 jours la première phase de la finale nationale d'intégration robotique. Les deux lauréats auront l'honneur de représenter la France à l'international et ainsi démontrer l'excellence tricolore. Mais avant de développer ces titres, le parcours officiel du Tour de France 2022 a été dévoilé ce jeudi à la mi-journée à Paris. Une fois n'est pas coutume, la course partira un vendredi, le 1er juillet, avec un contre-la-montre dans les rues de Copenhague, la capitale du Danemark. Il faudra attendre ensuite le dimanche 10 juillet pour voir arriver le peloton dans nos montagnes avec une étape entre Aigle en Suisse et la station de Châtel. La première étape de repos du 11 juillet aura lieu toujours dans le Chablais à Morzine. Morzine qui sera le théâtre du départ de la 10e étape jusqu'à l'altiport de Megève. Rendez-vous ensuite le 13 juillet pour la très attendue 11e étape entre Albertville et le col du Granon, avec les lacets de Montvernier, le col du Télégraphe ou encore le col du Galibier. Enfin, la 12e étape du 14 juillet entre Briançon et l'Alpe d'Huez prévoit également l'ascension des cols du Galibier et de la Croix de Fer. Je le disais donc, la Grande Boucle est donc de retour à Châtel pour la première fois depuis 1975. J'ai pu recueillir la réaction de Nicolas Rubin, le maire de Châtel, cet après-midi dans son TGV du retour. On l'écoute. Tout à fait, une satisfaction attendue depuis 14 ans qu'on motive une demande pour accueillir le Tour de France. Voilà, c'est enfin arrivé. Il faut déborder de patience, mais en tout cas aujourd'hui, la patience a payé. On s'est éloigné de 2008 lors de ma première demande et là on est proche de 2022. Ça paraît fou qu'il ait fallu attendre autant de temps pour revoir le Tour à Châtel, car c'est seulement la deuxième fois de l'histoire que le Tour de France s'arrêtera du côté de Châtel. Voilà, c'est la deuxième fois. 1975 pour la première, ça remonte déjà à pas mal de temps. C'est un tour qui avait été gagné par Bernard Thévenet, une étape qui se déroulait entre Morzine et Châtel. Et avec Morzine, on revient sur le devant de la scène aujourd'hui, sur cette carte jaune qui nous a été présentée aujourd'hui au Palais des Congrès de Paris. Qu'est-ce que ça représente pour le maire que vous êtes ? Écoutez, on a beaucoup accueilli des preuves sportives de haut niveau. Je passerai le Critérium du Dauphiné, le Tour de Romandie et de multiples épreuves amateurs aussi, à plusieurs reprises pour certaines. Donc c'est un peu l'aboutissement d'un effort consenti, en tout cas volontaire, en direction du sport, du vélo et d'un sport qui se veut populaire. C'est aussi une destination touristique qui est mise en avant et au-delà de la seule commune de Châtel, eh bien, on parlera plutôt d'un territoire qui est celui des Portes du Soleil, de la Vallée d'Abondance et du Chablais, puisque entre l'arrivée à Châtel et l'étape Morzine-Megève le lendemain, eh bien, il y aura, je pense, des magnifiques images. En tout cas, ce territoire sera mis en lumière par des très belles images de France Télévisions. Dernière chose, la saison d'hiver devrait, on l'espère, démarrer sans encombre dans quelques semaines. Ce passage du peloton chez vous, c'est une deuxième bonne nouvelle qui arrive en peu de temps ? Oui, en tout cas, avec l'annonce qui a été faite aujourd'hui, ça nous permettra aussi de parler de la destination hiver. On est d'ores et déjà prêt pour accueillir nos clients sur la saison blanche en attendant de voir arriver avec beaucoup d'impatience cette saison verte et notamment le dimanche 10 juillet 2022 qui restera une date marquée sur les événements de Châtel, de la Vallée d'Abondance, du Chablais et évidemment du département de la Haute-Savoie. Je vous lisais en titre, la semaine de l'intégration des étrangers a lieu en France jusqu'à ce vendredi et plusieurs ateliers et actions sont mis en place. Manon Toiti a assisté à un cours de français organisé par l'association Aider et destiné aux réfugiés afin de faciliter leur insertion. Reportage du côté de Chambéry. Cet élève est attentif à son cours. Arrivé en janvier 2019 du Bangladesh avec sa femme, il espère trouver du travail en France. Mais une fois l'autorisation de rester sur le territoire obtenue, un autre obstacle est arrivé. Pour le franchir, un seul moyen, apprendre le français. Appris ici beaucoup. Maintenant, je prépare moi lettres. Je me prépare moi la stage, chaque jour un stage. Je fais ouverture un restaurant 4 ans ou 5 ans après parce que j'aime la restauration. Depuis près de 6 semaines, l'association Aider accompagne une dizaine de réfugiés. Ils ont tous les jours des cours de français axés sur l'entreprise et le vocabulaire de l'emploi. Une manière pour eux de s'intégrer professionnellement dans la société. On travaille toutes les phases de présentation, de repérage dans l'espace et dans le temps pour avoir les prémices et les bases à l'autonomie et pouvoir prendre un rendez-vous, savoir ensuite expliquer
ce qu'on a fait dans le passé, essayer de nommer ou de réfléchir à ce qu'on veut faire après. La préfecture de Savoie participe à ces actions et encourage le développement de ces ateliers depuis plus de 4 ans. On ne peut pas parler d'intégration des réfugiés si on ne parle pas d'apprentissage de linguistique. S'ils ne maîtrisent pas le français, ils ne pourront pas s'intégrer. Là, aujourd'hui, on a parlé un petit peu d'intégration vers l'emploi, intégration socio-professionnelle, la vie, son projet socio-professionnel, leur projet. Mais il y a aussi la vie de tous les jours, il y a aussi le quotidien, il y a aussi pouvoir gérer les formalités qu'ils auront à faire, comme on a à gérer tous en tant que citoyens français, ces formalités. Les associations et la préfecture souhaitent continuer une collaboration et pérenniser un apprentissage serein pour les personnes dans le besoin. Au chapitre social, près de 500 personnes s'étaient rassemblées ce jeudi matin à Annecy devant la préfecture de Haute-Savoie. Qu'ils soient éducateurs, moniteurs, enfants handicapés ou parents, tous étaient présents pour dénoncer le manque de moyens accordés au secteur médico-social. Symbole de leur mécontentement, le Ségur de la santé dont ils font partie des oubliés. À l'origine de cette mobilisation, l'association de parents d'enfants inadaptés de Thonon-les-Bains et l'association départementale des infirmes moteurs cérébraux de Haute-Savoie. Je vous propose d'écouter quelques réactions recueillies sur place. Je suis la maman d'une jeune fille qui est handicapée, qui a 34 ans, qui se trouve en foyer de vie à la Balme de Sillingy et qui, malheureusement, par manque de personnel au foyer, se retrouve contrainte de revenir à la maison. Donc, ce qui pose un double problème, à la fois parce que ma fille est complètement déstabilisée, vous pensez bien, elle n'a plus ses repères habituels, et puis me concernant, je m'occupe à temps plein d'une jeune femme, une bonne partie de la semaine. Donc je récupère ma fille le jeudi maintenant et je la ramène au foyer de vie le lundi. On se dit qu'il y a une énorme injustice dans notre métier, une énorme injustice pour les familles, pour le résident. En tant que professionnel, c'est douloureux d'appeler des familles et leur dire on ne va pas accueillir votre enfant parce qu'on n'a plus les moyens de le faire. On sait très bien qu'on met des familles en difficulté, on met des résidents en difficulté. Et moi, je n'ai pas fait ce métier pour faire ça. Mon métier, c'est accompagner les résidents, accompagner les familles le mieux possible pour que tout le monde puisse vivre sa vie de façon la plus digne possible. Ça me fait chaud au cœur et je tiens à le dire que ça... Je serai, s'il faut revenir, je serai là pour soutenir tous ces professionnels qui nous aident tous les jours. Ils étaient 280 au début, ils sont 20 et ne seront bientôt plus que 2. La première phase de la finale nationale d'intégration robotique s'est ouverte ce mercredi à Marnat au sein de l'entreprise Fanuc, leader mondial de la robotique industrielle. Le binôme qui l'emportera aura l'honneur de représenter la France à l'international. Les précisions de Lucas Ruge dans ce reportage. En plein cœur de la vallée de l'Arve, l'entreprise Fanuc accueillit la première manche de la finale nationale d'intégration robotique organisée par WorldSkills. 10 binômes de 10 régions différentes s'affrontent pour remporter le titre français de meilleur intégrateur robotique. Ils ont 2 sessions chronométrées pour réaliser des tâches précises autour d'un bras robotisé. Pour prétendre à la victoire, l'entraînement est essentiel tant la concurrence est rude. Ne pas s'y préparer, c'est perdre d'avance. Comment on s'y prépare avec du matériel, c'est-à-dire sur logiciel, en faisant des sujets, en récupérant des cellules écoles dans son établissement qui peuvent être fournies. Et pareil, en faisant des sujets, on va refaire des TC, des repères utilisateurs, des repères outils, on va refaire de la programmation. Il y a énormément de choses qui prennent en compte. Une fois le temps écoulé, les jurés viennent examiner les réalisations pour noter précisément chaque binôme. Marc est représentant du concours. Il sait que la forme de la compétition rend l'exercice difficile. Pour eux, le plus dur, c'est s'adapter au système scolaire, ça veut dire examen. On passe un examen, généralement, on est devant ses professeurs ou devant d'autres professeurs et on va passer un examen. Ici, on est dans une configuration totalement différente où c'est vraiment un concours. Il y a un barème qui est précis. On n'explique pas forcément le barème de notation est précisé aux jeunes, mais pas dans les détails. Et le jury, quand il va jurifier, demande simplement les choses, point précis. Et on va évaluer sur du 0,1 jusqu'à 1 point maximum par critère. Âgés de moins de 25 ans, les candidats participent pour la plupart à leur premier concours.
La concentration est totale. Alors là, ce matin, finalement, le plus dur, ça a été de se mettre dans la compétition, de passer outre le stress, les enjeux, etc. et vraiment rentrer dedans. Parce que finalement, on a beaucoup travaillé pour être prêt pour cette compétition et on a la plupart des outils afin de réussir. Mais il faut vraiment se concentrer dedans et faire abstraction de toute cette partie stress. En accueillant une telle compétition, l'entreprise Fanuc pense aussi au recrutement de leurs futurs ingénieurs qui participeront au rayonnement de la multinationale. Pour arriver à attirer les étudiants, nos lycéens, nos collégiens vers ces métiers, on s'est dit qu'il n'y avait rien de mieux que de s'attacher et de collaborer avec une compétition, un événement, donc cette compétition nationale des métiers et internationale, pour faire découvrir, aider à l'orientation et permettre derrière que les entreprises trouvent leurs ressources qualifiées. Le binôme gagnant rejoindra l'équipe de France qui s'envolera pour Shanghai fin 2022 lors des championnats du monde d'intégration robotique. Terminons cette édition avec l'épineux sujet du loup. Je suis en liaison vidéo avec la sénatrice de Haute-Savoie, Sylviane Noël. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous consacrer quelques minutes. Alors vous et 44 de vos collègues parlementaires, vous avez adressé un courrier à Julien Denormandie, le ministre de l'Agriculture, afin de tirer la sonnette d'alarme concernant le dossier du loup. Oui, tout à fait. Après une saison particulièrement difficile pour les agriculteurs dans nos alpages, ils ont été confrontés à de nombreuses attaques. Pour vous donner un ordre d'idée, on est à ce jour à peu près 140 attaques de loups et la saison n'est pas encore finie. Il reste quand même encore quelques jours encore devant nous. Pour vous donner un ordre d'idée, on était à 23 attaques seulement en 2016. C'est pour vous montrer un petit peu la progression de ce phénomène aujourd'hui qui pose véritablement problème. Il y a une pression énorme exercée sur les troupeaux. Vous estimez que l'agropastoralisme est de plus en plus en danger si aucune décision concrète n'est prise là, dans les mois, dans les semaines à venir? Oui, on peut quand même difficilement considérer aujourd'hui que le loup est encore une espèce en voie de disparition. Juste sur notre département, on dénombre pas moins de 5 meutes clairement identifiées. 5 autres, dont déjà 2 sont déjà quasiment certainement déjà certifiés, sont encore en cours d'identification. Donc on arrive à 10 meutes, c'est-à-dire grosso modo entre 70 et 90 individus sur tout notre territoire. On ne peut donc plus considérer vraiment le loup comme une espèce en voie de disparition et pourtant, aujourd'hui, il bénéficie d'un statut privilégié d'une espèce protégée. Il est inclus dans l'annexe de la Convention de Berne qui lui permet de bénéficier du statut d'espèce protégée. Et donc, on ne peut pas, il n'a pas de prédateur, le loup. Dans la nature, il n'a aucun prédateur. Donc, je pense qu'il faut aujourd'hui, compte tenu de cette évolution, revoir son classement et puis envisager sa régulation pour permettre encore à nos agriculteurs d'exercer sereinement leur activité. Alors, avec vos collègues, vous dénoncez dans ce courrier l'obsolescence du plan loup. En quoi n'est-il pas ou plus adapté aujourd'hui, selon vous? Écoutez, je vous donne un seul exemple, c'est la méthode de comptage. Aujourd'hui, j'avais encore une réunion, pas plus tard que lundi dernier, avec l'ensemble des organisations agricoles qui m'expliquaient, ainsi que la Fédération de chasse, et ils m'expliquaient qu'il y avait d'énormes disparités dans les méthodes de comptage et dans les comptages eux-mêmes entre les comptages réalisés par les louvetiers et puis ceux réalisés par les agents de l'OFB. Donc, sur cette méthode de comptage, il faut une remise à plat. Il faut également peut-être revoir la méthode par laquelle on fait face à ces attaques de loups. Aujourd'hui, on attend que les attaques aient lieu pour agir. Peut-être qu'il faut agir de façon préventive. Enfin bref, je pense qu'aujourd'hui, le plan loup, il est obsolète dans le sens où il a été élaboré à une époque où on n'était pas confronté à une telle invasion. Et puis aujourd'hui, la situation a complètement changé. Et donc, on doit revoir aujourd'hui les modalités de régulation de cette espèce. Y a-t-il, selon vous, une bonne solution et quelle pourrait être-t-elle? Écoutez, la solution, les organisations agricoles sont en train de nous donner
des propositions, puisque je pense que c'est eux qui sont les mieux placés pour nous guider sur ce chemin. Ça fera l'objet d'une négociation avec le ministère. Nous, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est être entendu, c'est faire entendre vraiment l'énorme difficulté du monde agricole face à ce phénomène. On a vraiment besoin de conserver notre agropastoralisme, tout d'abord parce que c'est de cet agropastoralisme que nous relevons la plupart de nos produits bénéficiant d'un label agricole et qu'on apprécie, bien sûr. Et puis parce que cet agropastoralisme, il revêt une importance particulière dans nos territoires de montagne. Hein. En matière d'entretien des paysages, on ne pourrait pas avoir de stations de ski, enfin en tout cas de pistes de ski bien entretenues, de sentiers de randonnée sans le travail considérable réalisé par cet agropastoralisme. Et puis, il faut aussi songer au rôle joué par l'agropastoralisme dans la lutte contre les incendies. Avec le réchauffement climatique, nos forêts sont maintenant exposées au risque d'incendie, comme d'autres dans le sud de la France. Et le fait que nos alpages soient correctement entretenus joue un rôle de barrière naturelle qu'il ne faut pas négliger. Donc, pour toutes ces raisons, il faut entendre les difficultés de nos agriculteurs et puis tenter de trouver des solutions. Ce courrier date du 29 septembre dernier. À l'heure où on se parle, est-ce que vous avez eu un retour du ministre ou de son cabinet? Non, pas encore. Donc, on attend. J'ajoute qu'une grande manifestation contre la présence du loup est prévue ce vendredi à Annecy devant la préfecture de Haute-Savoie. On aura l'occasion d'en parler justement dans notre édition de vendredi. Merci beaucoup, Sylvane Noël. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Place à présent à la météo de Thierry Paulme. Vous avez ensuite rendez-vous avec le 4e et dernier épisode de Panorama, consacré cette semaine à la photographie. Emmanuel Jaude reçoit Pascal Tournaire, véritable figure de la photo de montagne. Passez une très belle soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Vendredi, vous retrouverez Marine Schneider pour le dernier journal de la semaine.